Leïla n'avait que 15 ans lorsque son destin bascula dans l'ombre. Fille d'une famille aimante, les Haddad, elle grandissait entourée de rires, de projets et de rêves d'avenir. Mais une nuit d'hiver, un incendie dévora sa maison. Les flammes rugissantes engloutirent en quelques minutes son monde, emportant ses parents, son petit frère, et la chaleur de son enfance. Seule rescapée, elle se retrouva livrée à la rue, sans repère, sans protection, avec pour seul bagage un foulard brûlé qu'elle serra contre son cœur comme un talisman. Cherchant du secours, elle croisa des adultes qui lui promiraient des réconforts. Mais derrière leurs sourires se cachaient des pièges bien plus cruels que le feu lui-même. À l'âge où d'autres découvrent encore l'insouciance, Leïla allait apprendre la trahison, l'exploitation et le prix de la survie. Son histoire, marquée par la douleur et les illusions brisées, est celle d'une descente dans l'ombre. Mais aussi d'une lutte silencieuse pour garder vivante la flamme de l'espoir. Si vous voulez découvrir l'intégralité de ce récit bouleversant et ne pas manquer les prochaines histoires, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, laissez un like et partagez vos impressions en commentaire. Votre soutien fait toute la différence. Leïla s'éveilla ce matin-là au son familier des casseroles qui s'entrechoquaient dans la cuisine. L'odeur réconfortante du pain chaud flottait déjà dans la maison, se mêlant aux effluves délicats de jasmin que sa mère aimait brûler dans un encensoir de cuivre. Dans le salon, son père fredonnait une vieille chanson populaire en préparant le thé, tandis que Karim, son petit frère de 8 ans, parcourait le couloir en riant, brandissant fièrement sa petite voiture rouge cabossée. La maison des Haddad n'était pas grande, mais elle vibrait de vie. Chaque mur résonnait des rires, chaque pièce respirait l'amour. Leïla, qui venait d'avoir 15 ans, s'imprégnait de cette chaleur comme d'un bouclier invisible. Elle rêvait d'avenir, devenir enseignante, inspirer d'autres enfants à apprendre, transmettre des histoires et des espoirs. Ses cahiers d'école débordaient de dessins, de poèmes maladroits, de fragments de rêves. Pour elle, la vie était encore vaste et ouverte, promesse d'un demain lumineux. Pourtant, ce jour-là, une étrange lourdeur flottait dans l'air. Alors que sa mère chantonnait en épluchant des légumes, elle s'interrompit brusquement, le regard fixé par la fenêtre. Dehors, le ciel se teintait d'un gris sombre, presque menaçant. Leïla, intriguée, demanda « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien, ma chérie », répondit-elle avec un sourire forcé. Mais ses yeux disaient autre chose, une inquiétude diffuse, sans nom. La journée s'écoula dans une fausse tranquillité. Leïla aida sa mère aux tâches ménagères, écouta son père raconter des anecdotes sur son travail et joua longuement avec Karim dans la cour. Tout semblait normal, mais un frisson invisible traversait la maison, comme si les murs eux-mêmes pressentaient qu'une ombre approchait. Quand la nuit tomba, le vent se leva, plus fort qu'à l'accoutumée, faisant grincer les volets. Leïla se blottit sous sa couverture, les yeux mi-clos, bercée par les rires lointains de son frère. Elle ne se doutait pas que ce serait la dernière fois qu'elle verrait cette chambre intacte. Un craquement sec la réveilla en pleine nuit. Elle pensa d'abord à une branche brisée par le vent. Mais une lueur rougeâtre, inquiétante, filtrait déjà sous sa porte. Le cœur battant, elle se leva et l'ouvrit. Le couloir était envahi de flammes. Le feu rampait le long des tapis, s'accrochait aux rideaux, projetant des étincelles comme des bêtes furieuses. La fumée épaisse envahissait l'air, lui brûlant les yeux et la gorge. « Maman, papa, Karim !» hurla-t-elle, la voix éraillée par la panique. Des cris lui répondirent à travers le vacarme. Son père appelait, sa mère toussait, Karim pleurait d'effroi. Elle voulut courir vers la chambre de son frère, mais une détonation, peut-être une bonbonne de gaz, la repoussa violemment en arrière. Le plafond commença à se fissurer, des débris incandescents tombaient autour d'elle. La chaleur était insoutenable, chaque respiration arrachait ses poumons. Elle se précipita vers la porte d'entrée, mais un pan entier du plafond s'effondra, bloquant le passage dans un fracas terrifiant. Elle chercha désespérément une issue. Ses yeux balayèrent la pièce à travers la fumée. Une fenêtre. Elle n'eut pas le temps de réfléchir. Ses mains ensanglantées brisèrent la vitre et, dans un ultime élan de survie, elle se jeta dehors. Le froid de la nuit l'accueillit brutalement. Elle roula sur le sol, haletante, ses vêtements partiellement brûlés. Elle se redressa et vit l'impensable. Sa maison, son refuge, son univers tout entier, n'était plus qu'une torche géante. Les flammes rugissaient, avalant chaque souvenir, chaque fragment de bonheur. Les voisins sortirent, certains hébétés, d'autres criant des ordres confus. Mais aucun n'osait approcher du brasier. Leïla, les yeux noyés de larmes, supplia « Aidez-les. Ils sont encore dedans. » Mais les minutes s'étiraient, cruelles, implacables. Quand enfin les pompiers arrivèrent, le feu avait tout dévoré. Les Haddad ne répondirent plus. Dans le silence glacé qui suivit, une vérité insoutenable se dressa, elle était seule. Assise sur le trottoir, recouverte de cendres et de larmes, Leïla fixait les braises rougeoyantes. Le feu n'avait pas seulement réduit sa maison en poussière.
Il avait consumé son enfance, son avenir, et tout ce qui lui restait de l'amour d'une famille. Et dans cette nuit sans étoiles, une certitude naquit en elle, le pire était encore à venir. Le lendemain de l'incendie, Leila n'était plus qu'une silhouette fantomatique, recroquevillée sous une couverture que lui avait tendue un pompier. Ses yeux, gonflés par la fumée et les larmes, restaient fixés sur l'amoncellement de cendres qui avait été sa maison. Chaque débris fumant lui rappelait une chambre, un rire, une main tendue qui n'existait plus. Les Haddad s'étaient éteints avec les flammes, et il ne restait d'eux que des souvenirs suspendus dans le vide. On la conduisit au poste de police. La salle, froide et impersonnelle, sentait le café renversé et le papier humide. Assise sur une chaise trop grande pour elle, Leila répondit d'une voix tremblante aux questions mécaniques d'un officier, nom, âge, école. Ces mots semblaient flotter dans l'air, sans atteindre réellement les oreilles de ceux qui l'écoutaient. Pour eux, elle n'était qu'un dossier de plus. Pour elle, c'était toute une vie qu'on lui arrachait. On évoqua un foyer d'accueil, une procédure d'urgence, des assistantes sociales. Mais derrière ces mots administratifs, il n'y avait ni chaleur, ni promesse de réconfort. Leila se sentait perdue, comme abandonnée une seconde fois. C'est alors qu'une femme entra. Élégante, parfum discret, sourire rassurant, elle se présenta comme Madame Salma. Elle dit qu'elle était bénévole, qu'elle aidait les enfants dans la détresse. Sa voix était douce, presque hypnotique. Elle prit la main de Leila, la serra avec une chaleur feinte, et murmura, « Ne t'inquiète pas, ma fille. Tu n'es pas seule, je vais m'occuper de toi. » Ces mots, simples, percèrent la brume de désespoir qui enveloppait Leila. Elle hocha la tête, incapable de répondre, mais pour la première fois depuis la nuit tragique, elle crut entrevoir une lumière. On la laissa partir avec Salma. La voiture de cette dernière avait des vitres teintées qui filtraient la lumière du jour. Tout en conduisant, Salma parlait beaucoup. « Tu es forte, Leila. Tu as survécu à l'impensable. Maintenant, tu dois penser à ton avenir. J'ai des amis qui pourront t'aider. Tu ne manqueras de rien. Tu auras un toit, des repas chauds, et peut-être même la possibilité de reprendre l'école. » Chaque phrase sonnait comme une promesse. Fatiguée, vidée, Leila ferma les yeux et se laissa bercer par ces paroles. Elle voulait y croire. L'immeuble où elles arrivèrent n'avait pourtant rien d'un refuge. Haut et décrépit, ses murs fissurés semblaient crier leur misère. À l'intérieur, l'appartement était propre mais froid, décoré avec une austérité qui glaçait le cœur. Rien de la chaleur familiale qu'elle avait perdue. Au début, Salma se montra attentionnée. Elle apportait des repas, lui demandait si elle avait besoin de vêtements. Elle l'appelait « ma fille », lui caressait les cheveux. Mais cette douceur ne dura pas. Rapidement, le ton changea. « Tu sais, Leila, tout ça coûte cher. La nourriture, le toit, les vêtements. Rien n'est gratuit. Moi, je fais de mon mieux, mais je ne peux pas tout assumer seule. Tu dois aussi participer. » Leila fronça les sourcils. « Je peux travailler, à l'école, ou aider dans un magasin. »« Travail ?» ricana Salma. « Tu es encore trop jeune, personne ne voudra t'embaucher. Mais il existe d'autres façons. Des façons plus rapides. » Ces mots semèrent une inquiétude sourde dans l'esprit de la jeune fille. Mais elle n'osa pas poser de questions. Puis, un soir, un homme apparut. Grand, la quarantaine, vêtu de noir, sourire figé. Ses yeux, sombres et insistants, semblaient la déshabiller sans qu'il ait besoin de lever la main. Salma le présenta comme Omar, un ami de confiance, quelqu'un qui allait l'aider à s'adapter. Leila sentit immédiatement un danger silencieux. L'air s'alourdit autour d'elle, son cœur se mit à battre plus vite. Omar parlait peu, mais son regard suffisait à révéler ses intentions. À partir de ce jour, rien ne fut plus pareil. Les promesses de Salma s'effritèrent. Elle parlait désormais d'efforts, de sacrifices. Le ton se faisait sec, autoritaire. L'appartement, qui avait semblé un refuge, devint une prison invisible. La nuit, dans sa chambre, Leila serrait contre elle le foulard brûlé qu'elle avait sauvé des flammes, dernier vestige de sa mère. Elle pleurait en silence, ses larmes se perdant dans l'oreiller. Elle ne comprenait pas encore l'étendue du piège qui se refermait sur elle, mais une intuition glaciale lui murmurait qu'elle s'avançait vers un autre enfer. Car parfois, les flammes les plus cruelles ne sont pas celles qui consument les maisons, mais celles qui s'allument dans les sourires empoisonnés des adultes. Les jours s'étaient transformés en un long brouillard. Dans l'appartement de Salma, le temps semblait s'être figé, étouffé par une atmosphère lourde. Leila errait d'une pièce à l'autre comme une ombre. Les murs gris lui renvoyaient sa propre détresse, et le silence se brisait parfois seulement par les rires étouffés de Salma au téléphone ou le claquement sec de la porte quand Omar entrait. Omar, sa présence devint de plus en plus fréquente. Il s'installait dans le salon, observait Leila sans un mot, comme un prédateur qui jauge sa proie. Ses yeux étaient froids, calculateurs, et chaque fois qu'elle croisait son regard, son cœur se serrait. Elle essayait d'éviter sa présence, mais il avait toujours un mot, un geste, une remarque qui la ramenait vers lui, vers l'inéluctable.
Un soir, Salma entra dans la chambre de Leïla avec un air qu'elle n'avait encore jamais vu, un mélange de dureté et de satisfaction. Elle s'assit sur le lit et dit d'une voix glacée, « Ma fille, il est temps que tu comprennes quelque chose. Rien dans la vie n'est gratuit. Je t'ai recueilli, je t'ai nourri, je t'ai donné un toit. Tout cela a un prix. » Leïla se redressa, tremblante. Je peux aller travailler, je veux apprendre. Retourner à l'école. » Salma éclata d'un rire sec. « L'école? Tu crois que tes rêves vont payer les factures? Tu n'as rien, Leïla. Rien d'autre que toi-même. Et c'est ça que tu dois donner. Omar connaît des gens. Respectables, généreux. Ils sont prêts à t'aider. Mais il faut que tu les aides d'abord. » Ces mots claquèrent comme des chaînes autour de son cou. Leïla sentit son souffle se couper. Elle voulut protester, mais Salma posa une main lourde sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, la première fois est la plus difficile. Après, tu comprendras. » Cette nuit-là, Leïla ne ferma pas l'œil. Elle resta assise sur le lit, les bras entourant son foulard brûlé, dernier vestige de sa mère. Chaque tic-tac de l'horloge l'amenait plus près de ce que Salma appelait « aider ». Elle pria en silence, chercha une issue, mais les murs de l'appartement étaient des barreaux invisibles. Le lendemain, Omar vint la chercher. Il lui ordonna de se préparer, sans lui laisser le temps de réfléchir. Le trajet se fit en silence. La voiture avançait dans les rues animées, mais pour Leïla, tout semblait flou. Les rires des passants, les appels des vendeurs, la musique des cafés. Tout sonnait lointain, irréel. Elle avait la sensation de marcher vers une exécution. Ils s'arrêtèrent devant un hôtel aux murs défraîchis, aux rideaux jaunis. Omar l'accompagna dans un couloir étroit, jusqu'à une chambre où attendait un homme d'une 50aine d'années, costume froissé, regard vorace. Dès que ses yeux se posèrent sur elle, Leïla comprit qu'il ne voyait pas une adolescente, mais une marchandise. Omar se pencha à son oreille. « Sois sage. Fais ce qu'il dit. Tu nous dois tout. » Puis il sortit, refermant la porte derrière lui. Le silence de la pièce devint assourdissant. Leïla se recula, cherchant un coin où disparaître. L'homme s'approcha, posa une main rugueuse sur son bras. À cet instant, son esprit se détacha de son corps. Elle se réfugia dans ses souvenirs. Karim qui riait dans le jardin, sa mère qui chantait en préparant le couscous, son père qui racontait une histoire avant de dormir. Mais ces images s'effaçaient déjà, englouties par l'ombre qui l'envahissait. Quand tout fut terminé, elle resta figée, incapable de bouger. L'homme sortit, remit une liasse de billets à Omar qui l'attendait dans le couloir. L'argent changea de main, froid et indifférent, comme si ce qui venait de se passer n'était qu'une transaction ordinaire. De retour à l'appartement, Salma l'accueillit avec un sourire satisfait. « Tu vois, tu as survécu. Maintenant, tu sais, c'est ta nouvelle vie. » Leïla ne répondit pas. Ses yeux, autrefois lumineux, étaient désormais éteints. Elle comprit qu'il n'y avait pas de retour possible. Le piège s'était refermé. Elle n'était plus une fille, ni même une personne. Elle était devenue une marchandise. Et dans le silence de sa chambre, serrant son foulard brûlé contre elle, elle pleura sans bruit. Ses larmes n'étaient plus à elle. Elles appartenaient à ceux qui avaient volé son innocence. Le temps n'était plus qu'une illusion pour Leïla. Les jours défilaient sans se distinguer les uns des autres, avalés par une routine de douleur et de résignation. L'appartement de Salma, qui lui avait paru au début un refuge, était désormais une prison aux murs invisibles. Chaque pièce respirait la menace, chaque silence cachait une attente. Omar passait de plus en plus souvent. Il ne parlait presque pas, mais il n'en avait pas besoin. Sa simple présence imposait une loi muette. Ses yeux froids, toujours fixés sur elle, la suivaient comme une ombre. Il n'avait pas besoin de lever la voix, Leïla savait qu'elle lui appartenait. Salma, elle, avait perdu toute façade de douceur. Son ton était devenu tranchant, autoritaire, presque cruel. « Tu devrais être reconnaissante, Leïla, disait-elle souvent. Tu as un toit, tu manges, tu respires. Sans nous, tu serais dans la rue, ou pire. » Ces mots s'incrustaient dans son esprit comme des poisons répétés, jusqu'à lui faire douter de sa propre valeur. Était-ce vrai? Était-elle condamnée à n'exister qu'à travers cette humiliation? Au début, elle pleurait encore, suppliant qu'on la laisse tranquille, promettant qu'elle travaillerait, qu'elle apprendrait un métier. Mais chaque fois, Omar lui rappelait la même phrase, simple, glaciale, « Tu n'as pas le choix ». Et peu à peu, ses supplications se turent. Non pas qu'elle acceptait, mais parce qu'elle avait compris que ces mots ne changeaient rien. Sa voix n'avait plus d'écho. Alors, Leïla développa un mécanisme de survie. Elle apprit à se couper du monde quand on la livrait à un inconnu. Son corps restait présent, mais son esprit s'envolait ailleurs. Elle se réfugiait dans ses souvenirs, revoyait Karim courir dans le jardin, sa mère chanter en préparant le couscous, son père lui caressait les cheveux avant de dormir. Mais plus les semaines passaient, plus ces images devenaient floues, remplacées par d'autres, les draps usés d'hôtels miteux, les regards lourds d'hommes sans visage, les billets froidement échangés. Le soir, de retour dans sa chambre, elle s'asseyait devant un petit miroir fissuré. Le reflet qu'elle y voyait lui faisait peur. Ses joues s'étaient creusées, ses yeux avaient perdu leur éclat. Elle murmurait
Qui suis-je encore? Mais aucune réponse ne venait. Ce qu'elle voyait dans le miroir n'était pas une adolescente pleine de rêves, mais une ombre, une silhouette déjà brisée. Salma, pourtant, semblait ravie de ce changement. Plus Leïla s'éteignait, plus ses affaires prospéraient. Chaque fois que l'argent tombait sur la table, elle lui lançait ce sourire cruel. Tu vois, tu as de la valeur. Grâce à toi, tout le monde vit. Ces mots résonnaient comme une gifle. Pour Leïla, avoir de la valeur signifiait désormais être exploitée. Ses rêves d'école, d'avenir, s'étaient dissous dans le néant. La solitude accentuait son désespoir. Personne ne frappait à la porte pour la sauver. Les voisins détournaient les yeux, habitués aux allées et venues nocturnes. Le monde semblait complice de son silence. Elle avait l'impression que même les rues la trahissaient, indifférente à ses pas forcés. Une nuit, après une longue rencontre, elle rentra dans sa chambre et s'effondra au sol. Ses jambes ne la portaient plus. Ses mains serraient le foulard brûlé de sa mère, ce dernier fragment d'une vie disparue. Elle pleura longtemps, mais en silence, car même ses larmes semblaient ne plus lui appartenir. Pourtant, au fond d'elle, une étincelle subsistait. Minuscule, fragile, presque imperceptible, mais bien réelle. Une voix ténue murmurait « Ce n'est pas la fin ». Cette lueur ne suffisait pas à effacer son abîme, mais elle empêchait qu'il l'engloutisse totalement. C'était un souffle de révolte, presque imperceptible, mais qui, chaque nuit, la retenait au bord du gouffre. Car même dans l'abîme du silence, Leïla pressentait que son histoire n'était pas encore terminée. Les nuits n'étaient plus que des cauchemars sans fin. Chaque fois qu'Omar frappait à sa porte, chaque fois que Salma l'appelait d'une voix froide, Leïla sentait un morceau de son âme se détacher. Elle ne comptait plus les visages qui se succédaient, ni les chambres d'hôtel aux rideaux jaunis. Tout se confondait dans une brume étouffante. Pourtant, sous ce poids écrasant, quelque chose commençait à bouger en elle, une étincelle fragile, mais dangereuse. Tout commença par une rencontre. Un soir, en revenant d'un hôtel, Omar l'avait obligée à marcher vite derrière lui. Dans la rue, ils croisèrent une bande d'adolescents qui riaient aux éclats en sortant d'un cinéma. Parmi eux, une jeune fille du même âge que Leïla tenait un cornet de pop-corn et plaisantait avec ses amis. La lumière des néons illuminait son sourire, insouciant, libre. Leïla la regarda passer, et un vertige la saisit. Cette inconnue aurait pu être elle. Une vie différente, un destin intact. Pendant un instant, elle eut envie de tendre la main, de crier « Sauve-moi !» Mais Omar la poussa du coude pour accélérer le pas. La bulle éclata, ne laissant qu'un goût amer. Cette vision resta dans son esprit des jours entiers. Elle commença à observer autour d'elle, à chercher dans le quotidien des signes d'évasion. Elle notait les horaires des bus, les portes laissées entr'ouvertes, les instants où Omar s'absentait. Chaque détail devenait une graine d'espoir. Mais Omar veillait. Un soir, elle ralentit volontairement dans une ruelle bondée, espérant se fondre dans la foule. Il l'attrapa par le bras avec une brutalité glaciale. « Essaie encore, et je te brise ». Sa voix basse résonna dans son oreille comme un couperet. Elle sentit son sang se figer. La peur reprit le dessus. Pourtant, cette tentative avortée laissa une trace. Elle avait osé. Elle avait défié, même un instant, son destin. Puis survint un événement inattendu. Une nuit, elle fut envoyée dans un appartement plus luxueux que d'habitude. Le client, un homme d'affaires d'une quarantaine d'années, paraissait différent. Il lui demanda son âge. Quand elle répondit, d'une voix éteinte, 15 ans, il détourna le regard, gêné. Pendant un long silence, il sembla lutter contre quelque chose. Avant de partir, il glissa discrètement un billet dans sa main et murmura « Pars d'ici. Si tu restes, tu ne survivras pas. » Leïla resta figée. Son cœur battait à tout rompre. Ce n'était qu'un petit billet, insignifiant en apparence, mais pour elle, c'était un talisman. Preuve que quelqu'un avait vu. Preuve qu'elle pouvait encore avoir une chance. De retour dans sa chambre, elle cacha le billet dans son foulard brûlé, le serrant contre elle comme une arme invisible. Dès lors, elle ne cessa de rêver d'évasion. Elle imaginait courir jusqu'à la gare, monter dans un bus, disparaître dans une ville lointaine. L'idée était terrifiante, mais elle devenait chaque jour plus nécessaire. Chaque soir, elle s'asseyait devant le miroir fissuré. Elle observait son reflet, ses traits fatigués, ses yeux éteints. Elle se parlait à voix basse « Je dois partir. Je n'ai pas le choix ». Ces mots, murmurés comme une prière, étaient devenus son nouveau souffle. La peur restait omniprésente. Les menaces d'Omar, les regards glacés de Salma, l'absence de famille. Tout conspirait à l'enchaîner, mais une conviction naissait lentement. Si elle restait, elle finirait par disparaître entièrement. Elle ne serait plus rien. Alors, elle commença à planifier. Discrètement, observer les habitudes d'Omar, calculer les horaires de ses absences, repérer les chemins qui menaient à la gare routière. Chaque détail prenait des allures de stratégie. Et dans le silence de sa chambre, entre les murs ternes qui la retenaient captive, Leïla sentit une force nouvelle couler dans ses veines. Pas une force bruyante, mais une révolte discrète, patiente, comme une flamme prête à grandir.
Elle ne savait pas encore quand, ni comment. Mais une certitude brûlait en elle, elle allait tenter l'impossible. Car même au cœur de l'enfer, une étincelle peut suffire à rallumer la vie. La peur était devenue pour Leïla une vieille compagne, prévisible et lourde. Pourtant, sous cette carapace de terreur, quelque chose de neuf et d'inflexible grandissait, la décision de partir. Ce n'était plus un rêve flou, mais un projet méticuleux, minuté comme une opération. Elle comptait chaque seconde, chaque geste, comme on compte les battements d'un cœur qui ne doit pas faillir. Les semaines précédentes lui avaient appris les habitudes d'Omar, ses horaires, ses manies, le café où il s'absentait pour discuter affaires. Elle savait désormais qu'il partait chaque vendredi après-midi, disparaissait pendant 1 heure environ, assez, pensait-elle, pour se faufiler hors de l'appartement sans être remarquée. C'était sa fenêtre, une fenêtre minuscule, mais réelle. Elle reçut le billet glissé par l'homme d'affaires comme un talisman. Caché dans son foulard brûlé, il lui servait de preuve que la fuite était possible. Elle commença à rassembler silencieusement ce qu'elle pouvait, un petit sac, une bouteille d'eau, quelques pièces de monnaie chapardées ici et là quand Omar ne regardait pas. Elle écrivit sur une page griffonnée l'adresse approximative d'un centre d'accueil où, espérait-elle, on pourrait l'aider. Chaque préparation était risquée, mais restait signifier mourir à petit feu. La veille du vendredi, elle ne dormit presque pas. Elle s'assit sur le lit, la pièce plongée dans l'obscurité sourde, et répéta dans sa tête la séquence comme une prière. Attendre la clé qui tourne, ouvrir la porte, descendre l'escalier, traverser la rue, courir jusqu'à la gare. Elle imagina le visage de Karim, son rire, le chant de sa mère. Ses souvenirs la tenaient en équilibre entre la panique et la détermination. Le matin arriva, sans éclat. Devant Salma, elle joua son rôle avec une précision glaciale. Obéissante, silencieuse, comme on attend l'ordre d'un maître. Salma parlait, monopolisait la cuisine, organisait des tâches. Omar, ce jour-là, semblait encore plus préoccupé que d'habitude. Leïla sentit une angoisse nouvelle lui nouer l'estomac, mais fit comme si de rien n'était. Elle devait paraître inoffensive. Quand l'après-midi tomba, le son de la serrure fut comme une sonnerie de départ. Omar fouilla dans sa veste, échangea quelques mots au téléphone, puis attrapa ses clés. Il franchit la porte en lançant un regard rapide et assuré, certain d'avoir verrouillé sa proie. Le bruit du verrou qui tourne resta en elle comme un écho, maintenant ou jamais. Elle glissa son petit sac sous sa robe, prit son foulard, sentit la chaleur du billet contre sa peau, et repoussa la porte. Le couloir lui sembla interminable, le voisinage, d'habitude animé, lui apparut étranger dans sa banalité. Elle descendit les escaliers à pas rapides, étouffant la panique qui menaçait de l'envahir. Chaque bruit la faisait sursauter, un pas précipité, une voix qui rit, la radio d'un voisin. Elle se fit petite, invisible. Dehors, l'air était vif, comme pour la réveiller à la réalité. La rue bourdonnait de vie ordinaire, marchands, enfants, klaxons, et cette normalité la rassura et l'effraya en même temps. Elle avait l'impression de voler un instant d'une réalité qui n'était pas la sienne. Elle pressa le pas vers la gare, le cœur tambourinant contre sa poitrine. À chaque coin, elle regardait par-dessus son épaule, redoutant la silhouette noire d'Omar surgissant d'un taxi. La gare apparut finalement, grise et chaotique, pleine d'hommes et de femmes qui allaient et venaient. Elle se dirigea vers un guichet, la voix tremblante quand elle murmura « Un ticket ». N'importe où. La caissière, sans poser de questions, prit les pièces et lui tendit un billet imprimé. Leïla valuta un instant la distance nécessaire, le bus partirait dans 10 minutes. 10 minutes pour s'extirper d'une vie volée. Elle serra le ticket, la respiration courte, les mains moites. Puis, au moment où elle s'avança vers la file d'embarquement, elle sentit une secousse froide courir le long de son dos, une présence. Elle leva les yeux. Dans la foule, une silhouette émergea, nette, immobile comme une marque noire sur un tableau. Omar. Il avançait lentement, calme et déterminé, presque souriant. Le sang se glaça dans ses veines. Son plan, si mûrement préparé, semblait compromis. Tout autour, les gens continuaient, inconscients. Leïla sentit son monde se resserrer. Le bruit des voix devint un bourdonnement assourdissant, chaque seconde lourde comme une pierre. Elle avait l'impression que le bus, la porte de sortie, se trouvait de l'autre côté d'un océan de regards hostiles. Elle pouvait encore courir, elle pouvait encore monter, mais Omar progressait, implacable. Son billet, serré dans sa main, devint une accusation et une promesse. Elle prit une décision qui lui sembla à la fois folle et nécessaire, elle allait courir. Elle engagea ses pas, précipités, bousculant un couple, enjambant un sac oublié. Le monde se fractionna en images floues, pieds, valises, mains tendues, et au loin, le bus, portes entr'ouvertes, comme une bouche prête à la dévorer ou à la sauver. Derrière elle, la silhouette d'Omar se fit plus proche. La tension monta jusqu'à un point insoutenable. Leïla courut, poussée par quelque chose de plus fort que la peur.
L'instinct de survie qui reprend le contrôle, brutal et précis. Le bus n'était plus qu'à 2 pas. Elle n'avait plus que quelques secondes. Et alors que ses doigts touchaient la rambarde pour monter, elle sentit un choc sec, une main sur sa cheville, une voix qui ordonne, et dans le même instant, elle sut que le basculement final approchait, qu'il ne suffirait pas d'une fuite pour rompre toutes les chaînes. La gare vibrait d'un chaos ordinaire, voyageurs pressés, cris des vendeurs ambulants, moteurs des bus qui rugissaient dans la poussière. Mais pour Leila, tout ce vacarme n'était qu'un bourdonnement lointain. Son monde entier s'était réduit à une image, le bus devant elle, porte encore ouverte, promesse fragile de liberté. Et derrière, dans la foule, la silhouette sombre d'Omar qui se rapprochait pas à pas, implacable. Le cœur de Leila battait à s'en rompre. Ses jambes tremblaient, mais elle n'avait plus le choix. Elle serra son foulard contre elle, comme si le tissu brûlé de sa mère pouvait lui donner la force nécessaire. Puis, dans un élan désespéré, elle se jeta vers le bus. Elle bouscula un voyageur, manqua de tomber, mais réussit à poser le pied sur la première marche. Omar était déjà là. Sa main claqua contre la porte, puissante, prête à la retenir. Son regard accrocha le sien, un mélange de colère glaciale et de promesses cruelles. « Tu crois que tu peux m'échapper, Leila ?» souffla-t-il, assez bas pour que seule elle l'entende. Pendant une seconde, elle sentit tout s'effondrer. Mais alors, le chauffeur, témoin de la scène, referma brusquement la porte dans un bruit métallique. Le visage d'Omar resta de l'autre côté de la vitre, déformé par la colère. Il tapa du poing contre la vitre, 1 fois, 2 fois, comme un prédateur frustré. Le bus démarra. Leila chancela, manquant de tomber sur le sol du véhicule. Elle trouva une place près de la fenêtre et s'y agrippa, haletante. Ses mains tremblaient, ses yeux s'embuèrent. À travers la vitre, elle vit Omar disparaître lentement dans la foule, mais son regard, même lointain, la poursuivait encore. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle resta figée, le souffle court, incapable de réaliser pleinement ce qui venait de se passer. La liberté avait le goût amer de la peur. Chaque virage du bus, chaque arrêt, lui donnait l'impression qu'Omar allait surgir, qu'il la retrouverait tôt ou tard. Elle savait qu'il avait des contacts, des réseaux, des yeux partout. Mais malgré tout, elle avait franchi une ligne invisible. Pour la première fois depuis des mois, elle n'était plus entre ses griffes. La route s'étendait devant elle, incertaine et dangereuse. Elle n'avait ni argent, ni famille, ni certitude d'un refuge. Mais elle avait osé, et ce simple acte, ce bond vers la porte du bus, était déjà une victoire. Leila posa son front contre la vitre froide. Les lumières de la ville défilaient comme des étoiles brisées. Dans ce miroir improvisé, elle crut voir apparaître le visage de Karim, son petit frère disparu dans les flammes. Il souriait, comme s'il l'encourageait à continuer. Elle ferma les yeux et murmura « Je vais tenir, pour vous ». Les larmes finirent par couler, silencieuses, mais elle n'avait plus le goût de la résignation. Elle portait en elle la douleur, oui, mais aussi une promesse fragile, celle de survivre, coûte que coûte. Elle savait qu'Omar ne l'oublierait pas. Elle savait que sa fuite n'était que le début d'une autre bataille. Mais elle n'était plus une poupée brisée. Elle était une survivante. Et parfois, dans les ténèbres les plus épaisses, il suffit d'une étincelle pour rallumer la flamme. Si l'histoire de Leila vous a bouleversé et tenu en haleine jusqu'à la dernière seconde, sachez que d'autres récits tout aussi sombres, poignants et mystérieux vous attendent. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, laissez un like pour soutenir ces histoires, et partagez vos impressions en commentaire. Votre soutien est ce qui fait vivre cette voix et permet à ces récits de continuer à exister.